Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Gilles Averrousse, maire Les Républicains de Châteauroux et président de Ville-de-France. Bonjour Gilles Averrousse. Bonjour. Les maires au centre de toutes les tensions de notre pays. Des factures de l'énergie qui flambent, aux problèmes de violence, d'incivilité. C'est ce que nous allons aborder. Le congrès des maires qui attend la visite d'Emmanuel Macron. Le président que l'on a souvent présenté comme déconnecté du terrain. Et Gilles Averrousse, commençons, si vous le voulez bien, par l'atmosphère aussi dans notre société. Parce que vous êtes en première ligne. Hier, un agent public a été tué pour un contrôle fiscal, enfin avant-hier. Il y a aussi la violence contre les élus. Qu'est-ce que vous sentez dans notre société où souvent, vous les maires, vous êtes à portée d'engueulade, bien sûr. C'est ça, on est sur le terrain, on est un peu le punching ball de la société, c'est-à-dire que quand les gens vont pas bien, quand ils ont quelque chose à demander, ils sont relativement exigeants. C'est tout de suite au maire que l'adresse se fait, et quand il y a une expression de violence, c'est à ceux qui incarnent l'autorité, donc ou l'État, et c'est qui est sur le terrain le plus proche des citoyens, ce sont les maires. Oui. Et les agents aussi des municipalités le ressentent un petit peu. Alors ils sont pas dans la même situation que les contrôleurs du fisc, bien sûr, mais tout de même quoi. Ouais, mais c'est généralisé, c'est-à-dire tous ceux qui ont un uniforme, que ce soit les pompiers, les policiers municipaux, toutes celles et ceux qui peuvent incarner l'État, la société, sont en première ligne, j'allais dire, devant l'expression quelquefois violente de nos concitoyens. Voilà. Pourquoi ? Parce que les citoyens sont de plus en plus exigeants, ou parce que finalement ils ont l'impression que les services ne sont pas rendus, Gilles Averrousse? Non, je pense qu'au contraire, les citoyens, quand on les interroge, sont plutôt contents de leurs services publics, notamment ceux des collectivités territoriales. La raison, elle est ailleurs. C'est en fait que je pense qu'il y a une perte d'autorité au fil du temps dans ce pays, et que du coup, on pense que tout est permis et qu'on peut tout demander tout de suite, et que c'est un droit, que c'est un dû. L'instantanéité des échanges fait que voilà, cette société, elle évolue. Il faut en prendre compte et s'adapter. Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites sur l'autorité. Quand on est maire, justement, normalement, on a l'autorité dans sa commune, mais est-ce que il y a des moments où vous dites, oh là là, ça je peux pas le dire, je peux pas le faire parce que ça risque d'être compliqué derrière sur les retombées? Alors généralement les élus sont des gens qui décident, qui disent là où ils vont et comment on y va. D'ailleurs, je pense qu'on a tout intérêt à faire comme ça. Non, après le problème, c'est un problème de réponse pénale, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une réaction rapide et ferme à toutes les situations délictueuses, on sera dans des situations difficiles et on laissera perdurer, se propager ces types de comportements. Oui, c'est ça. Gilles Averrousse, donc vous êtes président de l'association des villes de France. Concrètement aujourd'hui, quelle est votre principale préoccupation? Est-ce que ce sont les fameuses factures d'énergie, et est-ce que vous vous imposez un certain nombre de choix très concrets pour faire face à ça? Alors Ville-de-France, c'est les villes de 10 000 à 100 000 habitants, principalement les préfectures, sous-préfectures. Nous, notre quotidien, c'est celui de nos concitoyens, notamment nos centres-villes, l'activité commerciale. Quand on parle de factures, on a effectivement nos factures énergétiques à nous, avec des contrats qui sont très difficiles à renégocier en ce moment, avec des prix qui sont multipliés par 4, par 5, jusqu'à 10 pour ceux qui sont en consultation aujourd'hui. Mais on a également l'accompagnement de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos commerces qui peuvent être en difficulté également et auprès desquels il faut qu'on soit. Oui, c'est ça. Mais alors, ça, pour essayer de faire des économies, c'est quoi? C'est l'éclairage public que vous diminuez? Alors, c'est le chauffage des bâtiments? C'est ça, oui. Toutes les collectivités, à l'instar de ce qu'a fait le gouvernement, toutes les collectivités présentent actuellement des plans de sobriété énergétique. On intervient sur la chaleur, le chauffage des bâtiments, que ce soit les gymnases, les écoles, les bâtiments administratifs, les piscines, sur les réductions d'ouverture de ces bâtiments, sur la baisse de la durée de l'éclairage. Mais au-delà de ça, on a besoin aujourd'hui d'investir fortement pour que durablement ces économies procurent une réduction de la consommation énergétique. Et si on prend l'exemple, celui de l'éclairage public, quand vous changez une lanterne classique par une lanterne LED, vous baissez de 70%. Donc on a absolument besoin d'investir massivement pour changer nos équipements. Alors investir, alors qu'il y a aussi une inflation qui est forte, qui est galopante. Est-ce que vous craignez justement une explosion en fait des prix et ensuite une répercussion aussi pour les citoyens? Alors bien sûr, malheureusement, on la craint plus, elle est réelle aujourd'hui. L'explosion dans nos marchés publics, quand vous construisez un bâtiment, là, vous êtes à 30-40% de plus que vos prix de l'année dernière. Sur un hangar, vous serez à plus de 60% avec l'augmentation des matériaux. Et donc nous, on a ce qu'on appelle le panier du maire, un taux d'inflation chez nous qui est beaucoup plus important que le taux d'inflation national. C'est pour ça aussi que les élus ont exprimé un fort mécontentement à l'encontre des décisions qui est annoncées par le gouvernement d'encadrer l'évolution des dépenses des collectivités, parce qu'on voit bien que l'inflation elle est galopante, que les taux d'intérêt augmentent aussi et qu'on a pourtant besoin d'investir massivement et rapidement. Parce qu'il y a eu une dotation qui a été augmentée, dotation globale de fonctionnement.
Non, elle est pas bonne. C'est quoi? C'est du vent? Alors la dotation globale de fonctionnement, c'est ce que verse l'État chaque année aux collectivités en contrepartie des missions de service public qui sont les nôtres. Ouais. Quand on dit que l'enveloppe est augmentée au national, ça ne veut pas dire que les communes vont avoir leur enveloppe qui vont augmenter, parce qu'il y a plein de critères dans cette dotation, notamment des critères de population. Donc une commune qui serait moins attractive et qui perdrait de la population, mais qui a toujours ses charges de centralité, qui a toujours sa cantine, qui a toujours son conservatoire, sa médiathèque, et ben elle va avoir sa dotation qui va baisser. Donc ce qu'on demande au gouvernement, c'est de nous assurer qu'aucune commune ne perdra d'argent l'année prochaine. Et là, aujourd'hui, vous dites, on n'a pas suffisamment de garanties venant de la part de l'État, du gouvernement. Alors, les collectivités ont de tout temps été la variable d'ajustement du gouvernement. C'est là où on réduit les dotations pour que l'État dégage des marges de manœuvre. Aujourd'hui, l'État nous considère un peu mieux. Il faut être honnête, il faut l'admettre. Emmanuel Macron a pris en compte quand même aussi la réalité du terrain et justement des élus. Voilà, c'est nouveau depuis les gouvernements d'Elisabeth Borne. Certainement parce que dans le gouvernement, il y a beaucoup de ministres qui ont une expérience d'élu local. Certains ont été maires même. Ils comprennent mieux la réalité. Béchu, etc. Par exemple. Ça. Absolument, Dominique Faure. Et donc, on voit concrètement l'attention qui est prêtée aux élus, l'écoute et aujourd'hui l'adaptation des mesures. Clairement, ce qu'on appelle le contrat de confiance, l'encadrement de l'évolution des dépenses publiques, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. On ne peut pas nous imposer de limiter nos dépenses l'année prochaine à 3,8% quand on sait que l'inflation sera bien supérieure à ça. Oui, et comment vous allez faire? C'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont rester en rase campagne, parce que quand vous dites pour construire un bâtiment, par exemple, il y a plus 30 ou plus 40% d'augmentation. Et il est là le danger, en fait. Il faut absolument et donc le bâtiment va ralentir, donc c'est l'activité économique aussi de la France. Et au-delà de l'activité économique, c'est qu'on a besoin d'investir dans la transition écologique. Et encore une fois, il faut produire de l'énergie renouvelable et il faut baisser nos consommations énergiques. Ça passera inévitablement par de l'investissement. Donc il faut pas du tout empêcher les collectivités d'investir l'année prochaine, bien au contraire. Dites-moi, Christophe Béchu, il annonce une formation à la transition écologique pour tous les maires. Là. C'est sérieux ça? Vous avez besoin d'une telle formation? Alors, je pense que les décisions des ministres sont sérieuses par principe, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu anecdotique. C'est-à-dire que les élus, quand ils ont besoin d'être compétents sur un sujet, ils vont faire de même la formation. Faut pas les prendre pour des idiots non plus. Ce dont on a besoin, c'est pas de la formation, c'est encore une fois de crédit, de soutien pour passer à cette transformation écologique, changer de matériel. Mais vous, très concrètement, il y a des formations qui sont engagées aussi auprès de vos agents dans les collectivités autour de cette transition? Ah oui, bien sûr. Nos techniciens se forment, les élus se forment. Nous, je suis dans le département de l'Indre, moi, département rural. Le département, en lien avec la préfecture, a été pionnier là dans justement l'instauration de séances d'information et de formation auprès des élus. On le fait naturellement et il n'y a pas besoin de le rendre obligatoire. C'est quelque chose qui se fait à l'échelle des territoires parce qu'on est tous intéressés par ces sujets. Oui, alors vous êtes dans un département de l'Indre, Châteauroux évidemment. Là, on a besoin de sa voiture. Quand on voit les prix en fait de l'essence, quand on voit aussi la politique anti-voiture qui est voulue par certains, est-ce que ça vous inquiète pour Oui, bien sûr que ça nous inquiète. Dans un département rural, la mobilité, c'est essentiel. Pouvoir se déplacer du village jusqu'à son lieu de travail, c'est quelque chose d'essentiel. En ville, en préfecture, j'allais dire, on commence à voir les choses un peu différemment. Si on peut laisser la voiture et prendre le vélo, tant mieux. Mais à la campagne, c'est impossible. Voilà, il faut être clair là-dessus. Et on a un vrai sujet sur la mobilité, sur les transports, les TER. On a besoin de mettre le paquet là-dessus. Emmanuel Macron va aller aujourd'hui au Congrès, mais il ne fera pas de discours. Vous le regrettez ou pas? Alors Emmanuel Macron, il va aller plutôt au salon. Oui, alors c'est ça. Il va aller au salon, parce qu'il y a le Congrès et le salon. Exactement, le Congrès, c'est le lieu administratif où se réunissent tous les élus au titre de l'Association des maires de France. Et puis le salon, c'est là où il y a tous les produits, tout ce qui est utile aux collectivités tout au long de l'année. Mais c'est bien qu'il aille au salon aussi, parce que sur les salons, les maires y sont, les entreprises y sont, celles et ceux qui travaillent avec nos collectivités sont là. Donc je crois qu'il faut prendre ça déjà comme une bonne chose, qu'ils viennent sur place. C'est un peu la tradition, mais il y a eu des années où la question s'est posée. Donc qu'ils puissent avoir des échanges, même si c'est sur le salon avec les élus. L'important, c'est qu'on puisse discuter, qu'on puisse l'approcher et qu'on puisse lui faire part de la situation de nos villes et villages. Oui, dites-moi, Gilles Averroux, vous êtes toujours LR? Oui, je suis toujours adhérent. Mais pourtant, vous avez appelé à voter, enfin, vous aviez soutenu Emmanuel Macron. Alors, pour être très précis sur les choses, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, quand en bureau politique des Républicains, on n'a pas voulu choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, alors que moi, je souhaitais qu'on appelle clairement à voter Emmanuel Macron. Je me suis retiré de mes fonctions nationales, je suis resté simple adhérent. Je ne partage pas aujourd'hui la vision nationale de mon mouvement, qui s'est un peu désolidarisé, déconnecté des élus locaux. Vous l'avez vu encore avec le départ de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, il y a quelques jours. Je crois qu'il y a un vrai souci.
l'implantation locale, nos élus, c'est notre force, les Républicains, mais on les considère pas suffisamment. Et est-ce que vous êtes engagé pour l'un des candidats à la présidence, Non, Ciotti, Retailleau ou Pradier, justement? Aucun. Je trouve qu'un peu la gouvernance qui est mise en place, elle est trop parlementaire. C'est-à-dire que tout est fait pour que ce soit des parlementaires qui gouvernent. Et encore une fois, on se coupe du terrain de nos élus locaux alors que c'est notre principale richesse. Est-ce que vous avez le sentiment que les LR ont quand même encore un avenir aujourd'hui? Ou que finalement, c'est Emmanuel Macron qui incarne une certaine droite? C'est important d'avoir des oppositions, quelles qu'elles soient, et une opposition de droite qui incarne les valeurs de respect, de travail, de rigueur, d'autorité de l'État. C'est vraiment important. Mais aujourd'hui, on voit plus bien la ligne directrice chez les Républicains. Emmanuel Macron, il a profité de ça, en fait. Il a profité de cette faiblesse pour essayer de réunir autour de lui toutes celles et ceux qui avaient pour ligne de conduite la prédominance de l'État. Il a fait passer le pays. Et demain l'avenir, justement à droite, centre-droit, puisque vous êtes centre-droit, Gilles Averrousse. C'est horizon avec Édouard Philippe, non? Ou c'est plutôt Laurent Wauquiez de l'autre côté? Plutôt de la droite centriste, plutôt que de centre-droit. Mais l'avenir, c'est celui qui sera emporté, c'est-à-dire une politique nationale, ça s'incarne, c'est un homme, c'est celui qui sera emmené derrière lui, qui donnera envie, qui aura une vision, qui saura expliquer là où on va, comment on y va, par quelles étapes, et qui retrouvera la confiance des concitoyens. Peu importe la gouvernance des partis, comment ça fonctionne en interne. L'important sont nos électeurs, les concitoyens, les Français, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'on peut leur dire, la vision des choses, l'aménagement du territoire. Pour les élus, c'est essentiel. Ça s'est un peu perdu dans la gestion de notre pays depuis l'après-guerre. Voilà, il y a tellement de choses à faire dans ce pays qui est formidable. Et vous sentez qu'il y a toujours de l'énergie dans le pays. Bien sûr, les gens ne sont pas désabusés, parce que bien souvent on se dit mais ça n'investit plus, ça n'avance plus, écoutez, etc. les jeunes, vous les voyez se mobiliser. Enfin, il y a une vraie force. Certains, mais d'autres, on dit que pour certains, il n'y a plus le goût de l'effort aussi. Mais non, je pense que c'est pas vrai. C'est vrai. Bien sûr. Non, les jeunes ont une vision un peu différente parce qu'ils veulent concilier vie personnelle et vie professionnelle. Mais c'est peut-être eux qui ont raison. Voilà, aujourd'hui, il faut s'adapter à ça. Mais du coup, il faut s'adapter. Par exemple, les déserts médicaux, vous êtes aussi concerné pour ça. Comment faire La société, c'est une adaptation permanente. Sur les déserts médicaux, on paye aujourd'hui une incurie des 30 dernières années. On n'a pas assez formé dans ces domaines-là. On n'a pas justement anticipé ce changement de société. Aujourd'hui, pour remplacer un médecin, il en faut 2 parce que les nouveaux... 2 voire 3. 2 voire 3 parce qu'effectivement, il y a une féminisation de la profession, parce qu'on ne veut plus travailler 20 heures sur 24, qu'on veut plus... mais ça coûte cher tout ça aussi. Oui, enfin, on a dans jamais la formation et puis ensuite... On n'a jamais mis autant d'argent dans le système défaillant d'aujourd'hui. Si on avait mis un peu plus à l'époque pour justement former des professeurs, délocaliser les enseignements sur le terrain, moi je crois beaucoup à ça. Si on veut qu'on ait plus de jeunes qui suivent les formations de médecine, il faut que sur place, dans leur ville, on ait les premières années de santé, qu'on puisse s'engager dès le plus jeune âge. Avant, c'était des enfants de médecins qui faisaient les études de médecine. Moins vous avez de professionnels de médecins, mécaniquement, moins vous avez d'enfants de médecins. Et donc, c'est un peu la spirale infernale. Il faut aujourd'hui permettre aux fils d'ouvriers de faire des études de médecine. Et ça se fera que si financièrement, c'est accessible pour eux. Donc, si les études sont délocalisées au plus près du terrain. Merci beaucoup, Gilles Averrousse, maire LR de Châteauroux et président de Ville-de-France, ville de moins de 100 000 habitants. Donc, le congrès et le salon des maires qui se tiennent actuellement et ils cohabitent juste à côté, porte de Versailles à Paris. Et nous y serons en direct de 17h à 20h ce soir avec Philippe David et Cécile de Ménibus, ainsi que demain de 10h30 à 12h30 avec Jean-Jacques Bourdin. Merci Gilles Averrousse d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Allez, dans un instant, la revue de presse.